Crise politico-sécuritaire dans notre pays, le groupe de contact est de suivi à Bamako pour faire le point de la situation et le Mali compte sur l'accompagnement de la communauté internationale pour réussir les élections de juillet prochain. Après le gouvernement, l'Assemblée nationale d'accord pour la prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 6 juin prochain. Le gouvernement rassure qu'il n'y aura aucun impact sur la campagne électorale. Les 7 Français enlevés au Cameroun et retenus au Nigeria sont libres, sains et saufs. Ils sont déjà à Yaoundé pour un départ ce soir même pour Paris en compagnie du chef de la diplomatie française, Laurent Fabius. Nous sommes vendredi 19 avril. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le processus politique et sécuritaire du Mali s'évalue depuis ce matin au Centre international de conférence de Bamako. Au peigne fin de la 4e réunion du groupe de soutien et de suivi de la situation dans notre pays, l'évolution du processus politique et de sécurisation, la situation humanitaire. Le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, a présidé la cérémonie d'ouverture. Et Sori Ibrahima Keïta était notre reporter. Nous sommes aujourd'hui ici pour célébrer la renaissance du Mali éternel. Je ne suis plus désormais seulement le président d'un pays en crise aiguë. Je suis devenu, grâce à vous, grâce à Dieu et grâce à notre peuple, le président d'un pays qui aperçoit le bout du tunnel et les reflets de la lumière qu'il avait fui dans un moment d'égarement inhérent à la marche des nations. Que d'eau a donc coulé sous les ponts du Djoliba depuis l'éclatement de la double crise politico-sécuritaire au Mali, surtout depuis l'invasion des 2 tiers du Mali. La divergence était telle que les acteurs ne se parlaient que par médiateurs interposés. Et arrive l'action salutaire du 11 janvier 2013. Suite alors un dégel sur le terrain militaire accompagné des initiatives de Ouaga à Bruxelles en passant par Addis, Abidjan, Abuja entre autres. Au regard de ce parcours très positif, la rencontre d'aujourd'hui devra faire le point de la mise en œuvre de la MISMA, des contributions financières, de la situation humanitaire ainsi que du processus de préparation des élections prévues au mois de juillet. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, force est de constater que les avancées sont fort remarquables et traduisent de façon éloquente la volonté politique des autorités de la transition de mettre en œuvre les décisions de la 42e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, ainsi que les recommandations de la 3e réunion de notre groupe de contact et de suivi à Bruxelles. Un autre rendez-vous pointe à l'horizon. Il s'agit de la rencontre prévue en mai à Bruxelles. Elle devrait nous permettre de consacrer la sortie de crise et de jeter les bases d'un Mali nouveau, vivant en paix avec lui-même. Aujourd'hui, les terroristes sont certes à genoux, en débandade. Mais l'autre défi à relever reste la sécurisation des zones libérées. C'est vrai que la MISMA a déjà déployé sur le terrain 6300 de ses 9620 soldats prépositionnés. Cependant, la mue en une force onusienne s'avère une nécessité et cela s'appelle consolider les acquis pour éviter l'enlisement. Dans ces conditions, nous devons donc, mesdames et messieurs, nous mobiliser autour du consensus général qui se dégage pour une transformation de la MISMA en une opération des Nations Unies munie d'un mandat robuste sous le chapitre 7 avec une force parallèle capable de mener une contre-offensive, de neutraliser et éliminer les poches de résistance et les regroupements des terroristes et extrémistes. La situation ambiguë qui semble prévaloir dans la région de Kidal, avec les exigences persistantes du MNLA, devrait nous interpeller. En sa 42e session ordinaire, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO
a exigé le déploiement de l'armée nationale sur l'ensemble du pays, puis demandé en conséquence le désarmement de tous les groupes armés. La conférence a précisé davantage que la renonciation à la violence et à tout projet sécessionniste constituait des conditions minimales pour tout engagement dans le processus de dialogue inclusif. La stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel est en cours de finalisation et nous espérons qu'elle servira d'utile pour s'attaquer à certaines des causes du conflit au Mali et dans le Sahel. Le Mali est presque entièrement libéré, il doit être sécurisé, il doit retrouver sa stabilité. Pendant cette transition, nous ferons avec votre aide à tous, tout ce que nous pourrons pour que la situation redevienne normale et le plus rapidement possible. Nous savons que pour certains aspects, ce sera un processus long et que c'est un régime élu qui refera du Mali le pays tranquille et solide qu'il était. D'ores et déjà, il convient cependant de relever que l'action de la communauté internationale a permis à l'armée malienne de se remobiliser, de gagner en confiance et de monter en capacité pour remplir sa mission de gardien de l'intégrité nationale. Mais au-delà de la crise actuelle, il nous faudra aussi bâtir une armée plus républicaine, mieux adaptée aux défis sécuritaires d'un type nouveau. Le Mali aura besoin de tous ses fils, a ajouté Dioncounda Traoré, qui martèle que son gouvernement demeurera intransigeant sur les cas de violations éventuelles des droits de l'homme. Pour le dialogue inclusif, le Mali multi-ethnique et racial n'aura pas d'autre choix. Parole présidentielle. Et la commission dialogue et réconciliation devra largement y contribuer. Comme on pouvait s'y attendre à la cérémonie d'ouverture, deux sujets plus que d'actualité ont été abordés, la configuration de la commission dialogue-réconciliation et la tenue de la présidentielle de juillet prochain. Le président de la République par intérim a donné des assurances en insistant sur le mot rigueur, la rigueur qui a dominé dans la désignation de la commission dialogue et réconciliation. Le professeur Dioncounda Traoré au micro de Sori Ibrahima Keïta. L'élection présidentielle est planifiée pour juillet prochain, c'est-à-dire dans moins de 4 mois. C'est un défi colossal. Le gouvernement le sait, car elle est fortement influencée par le rythme de la normalisation au nord du Mali, par les capacités techniques de nos institutions électorales et par notre conscience aiguë d'organiser des élections crédibles et aux résultats acceptés. Nous savons le risque d'une crise post-électorale venant s'ajouter aux crispations que nous connaissons déjà. Mais en même temps, nous savons qu'avec l'aide de tous les amis du Mali, nous pouvons tenir ce délai. Surtout, il s'agit de vouloir aller aux élections, de ne pas prolonger inconsidérément la transition et de comprendre que plus celle-ci sera courte, mieux notre démocratie s'emportera. S'agissant du dialogue et de la réconciliation, une commission vient d'être mise en place, la commission dialogue et réconciliation. Ses membres ont été choisis à partir de critères rigoureux pour que les différentes sensibilités nationales y soient représentées ou s'y reconnaissent. Pendant 2 ans, cette commission mettra en dialogue tous les segments de notre pays et elle aura pour mission de réconcilier les cœurs et les esprits.
Juste après la cérémonie d'ouverture, le Mali, notre pays et la mission, la force africaine, ont signé un accord de siège. Par cet accord, notre pays accepte d'abriter le siège de la mission dans le cadre de la réalisation de ses objectifs de sécurisation. Côté malien, on le voit sur ces images, l'accord a été signé par le ministre assurant l'intérim de celui des Affaires étrangères et côté MISMA par le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine. La cérémonie de clôture de cette 4e réunion du groupe de contact et de suivi sur la situation politique et sécuritaire de notre pays. La cérémonie de clôture était prévue pour 18 h et les conclusions dans nos éditions de demain. L'Assemblée nationale vient d'approuver la prolongation de l'état d'urgence, et cela jusqu'au 6 juin prochain. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité des 129 députés présents. Les élus de la nation ont profité de la délibération pour débattre de la préoccupation sécuritaire avec le ministre délégué chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, qui a assuré que la prolongation de l'état d'urgence n'aura aucun impact sur la campagne électorale. Moïse Traoré. L'état d'urgence est prolongé jusqu'au 6 juin. Les élus de la nation approuvent le projet de loi de prorogation par 129 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Les recommandations de l'Assemblée nationale sont conformes à la loi relative à l'état de siège et à l'état d'urgence de la Constitution du 25 février 1992. Prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l'ordre public et la tranquillité des populations dans le cadre de l'état d'urgence. Mettre en œuvre ces mesures avec toute la rigueur nécessaire tout en veillant à éviter les abus éventuels. Organiser une vaste campagne d'information et de sensibilisation des populations. Plus particulièrement, l'Assemblée nationale demande au gouvernement de veiller à mettre fin aux abus constatés à l'intérieur du pays perpétrés par les autorités policières, militaires et judiciaires. L'ouverture de la campagne électorale est prévue le 16 juin 2013. Il n'y a pas d'impact sur la campagne. S'agissant maintenant des activités pré-campagne, la loi n'en fait pas cas et on pense que c'est la responsabilité de chaque acteur politique d'aller vers ses militants et dans les conditions qui ne perturbent pas effectivement l'état d'urgence. La situation sécuritaire tant en milieu rural qu'en ville préoccupe les élus et le gouvernement. Le contrôle, ce n'est pas seulement ceux qui portent la tenue ou bien qui ont des armes. Le contrôle peut être très discret et efficace. Et je considère que ceux qui sont en armes et en tenue, c'est plus pour faire de la dissuasion. L'instauration de l'état d'urgence remonte au 12 janvier 2013. Elle est ainsi maintenue pour 47 jours. Le président du Conseil économique, social et culturel a eu ce matin une séance de travail avec une mission d'appui du Bureau international du travail BIT. Au centre des entretiens, la promotion du dialogue social et la création rapide d'emplois. Le directeur du BIT Dakar, à la sortie de la séance de travail, est au micro de Mohamed Touré. Nous avons pu être reçus par le président du Conseil économique, social et culturel, M. Bita et son bureau, et le bureau du Conseil, pour échanger avec lui, avec le Conseil économique, social et culturel, sur le meilleur moyen d'appuyer le Mali à se reconstruire à travers le dialogue social, à travers la création d'emplois et d'emplois décents. Ce que nous voulions échanger avec le Conseil, parce que le Conseil économique, social et culturel, c'est un conseil qui représente toutes les catégories de la population des communautés. Et il y a tous ces composantes. Nous pensons qu'avec le dialogue social, ils peuvent contribuer de manière significative à la construction de ce pays. C'est cela que nous sommes venus voir avec lui et nous avons convenu des actions
à entreprendre rapidement, à court terme, des actions de renforcement de capacité en dialogue social, parce que le problème de ce pays aussi, c'est le dialogue. Nous pensons que l'OIT, le Bureau international et l'Organisation internationale peuvent contribuer aussi par son mandat de promotion de la justice sociale dans le monde à aider à créer des conditions favorables à la création d'emplois pour les jeunes, au dialogue social, pour que les gens puissent vraiment travailler ensemble pour construire ce pays. Visite de terrain pour un membre du gouvernement, le ministre de l'Équipement et des Transports, le colonel Abdoulaye Koumaré, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu dans la commune de Kokofata, c'est dans le cercle de Kita aujourd'hui, en vue de s'enquérir de l'état d'exécution de l'entretien périodique des pistes rurales de la zone CMDT, notamment la piste Sangabari-Kenyeto-Dangamakania. Le ministre a donné des instructions afin que les travaux soient exécutés avant le début de l'hivernage qui pointe à l'horizon dans le plus grand intérêt des usagers et des populations. Une délégation de parlementaires allemands s'est rendue dans la commune urbaine de Sangaré-Bougou. Objectif, visiter certaines réalisations financées par l'Allemagne et rencontrer certains déplacés du Nord vivant dans cette commune. La consolidation du partenariat et l'aide aux déplacés pour le retour au bercail sont entre autres les besoins exprimés. Reportage à Gali Aguissa. Les parlementaires allemands sont venus s'enquérir des préoccupations des populations des 3 villages qui comptent la commune rurale de Sangaré-Bougou. La délégation s'est ainsi rendue dans une école et une famille qui accueille des déplacés à Marseille, un quartier du village de Sangaré-Bougou. Les déplacés qui y vivent dans des conditions difficiles ont exprimé leur volonté de retourner au bercail où tout est à reconstruire. Aujourd'hui, nous effectuons des projets humanitaires à travers des ONG allemands. Mais nous devons, au-delà de ça, créer des conditions de sécurité. Une part de cet effort est la formation, notamment de l'armée et des forces de sécurité maliennes. Il s'agit également de rétablir des écoles et des systèmes de centres de santé. Au niveau de la commune de Sangaré-Bougou, qui compte plus de 45 000 habitants, les attentes sont multiples. Nous avons un programme de lotissement, nous avons des soins de santé à prodiguer, on a le problème d'eau qui est très crucial à Sangaré-Bougou, on a les infrastructures routières qu'il faut réaliser. Ces besoins ne pourront être satisfaits que dans le cadre de la consolidation de la coopération entre les 2 pays et les jumelages motivés par la décentralisation en cours dans notre pays. Nous avons retenu des écoliers de l'école qui souhaitent établir un jumelage avec une école allemande et c'est un projet que nous allons suivre et que nous nous engageons pour le mettre en place. La délégation allemande est forte de 2 députés sur les 51 que compte le groupe des Verts au Bundestag. Ces visiteurs étaient visiblement satisfaits des informations recueillies auprès des populations et les élus rencontrés. On le sait, vous le savez, se tiennent depuis le début de la semaine les assises de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. C'est à Washington et c'est plus de 6 milliards de francs CFA. C'est le montant de la convention signée entre notre pays et l'OPEP pour le développement de l'irrigation dans le Bani et à Sélingué. Un accord signé donc à Washington par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le représentant de l'OPEP, Tchenan Koulibaly, qui a également présidé la table ronde régionale qui prépare la réunion des partenaires de notre pays, réunion qui aura lieu à Bruxelles le 15 mai prochain. Une table ronde qui aura été un véritable succès, déjà avec la participation de nombreux ministres ainsi que le chef du gouvernement ivoirien présent à Washington. Washington, Salif Sanogo nous fait le point. Après avoir traversé une très forte zone de turbulence, l'horizon commence à s'éclaircir pour le Mali, en tout cas dans le domaine économique et financier. Notre pays et l'OPEP viennent ainsi de signer un accord de prêt d'environ 5 milliards et demi de francs CFA. Un prêt relatif au programme de développement de l'irrigation dans le Bani et à Sélingué, phase 1.
ce qui devrait permettre l'accroissement de la production agricole en vue de l'atteinte de la sécurité alimentaire. Juste après la signature de cet accord de prêt avec l'OPEP, le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget a participé à la rencontre d'information et de sensibilisation sur la conférence internationale devant se tenir à Bruxelles le 15 mai prochain. Tchenan Koulibaly s'est naturellement réjoui de la tenue de cette table ronde qui constitue, à ses yeux, un tournant important pour la réussite de la conférence de Bruxelles. À en croire M. Koulibaly, il s'agira d'une occasion unique dans notre histoire de pouvoir mobiliser au plus haut niveau plus d'une centaine d'États et d'organisations internationales autour de nos politiques et stratégies de développement. Cela à court, moyen et long terme. Il s'agira notamment des actions permettant le retour à la normalité dès 2014, du soutien aux secteurs sociaux ainsi que la relance de l'économie et l'amélioration de la gouvernance. D'ores et déjà, le FMI s'est engagé à envoyer des experts d'ici le mois de juin pour aider dans l'assainissement des finances publiques. De Washington, la transition elle est toute trouvée pour parler de l'actualité hors de nos frontières. Les Français enlevés au Cameroun, retenus au Nigeria, sont libres depuis ce matin. Sains et saufs, donc, les 7 Français d'une même famille ont regagné Yaoundé et c'est en principe ce soir même qu'ils vont embarquer pour Paris en compagnie du chef de la diplomatie française venu les chercher. Et jusque-là, aucune information n'a été donnée sur les conditions de leur libération. Un sourire et beaucoup d'émotions. À leur descente d'avion, les ex-otages français semblent encore ne pas y croire. Après 2 mois de détention au Nigeria, les 7 membres de la famille Moulin-Fournier sont enfin libres. L'ambassadeur de France à Yaoundé les accueille en personne sur le tarmac. Visiblement en bonne santé mais amaigris, les ex-otages sont escortés par les militaires camerounais jusqu'à l'ambassade de France, soulagés et heureux de retrouver leurs proches. On est tellement heureux d'être de retour au Cameroun, de pouvoir retrouver tous nos amis camerounais, tous nos frères camerounais. Et c'est... Ouais, j'ai presque les larmes quand je vous le dis. C'est vraiment... Je suis trop content. On est tous tellement contents d'être revenus au Cameroun. Et je remercie vraiment son Excellence le Président Paul Biya pour avoir vraiment donné tout son appui. Soulagement également à l'Élysée. François Hollande, qui recevait le Premier ministre éthiopien, a lui aussi remercié le Cameroun et le Nigeria, mais il a laissé filtrer très peu d'informations sur les circonstances de la libération des otages et nié tout paiement de rançon. Vous connaissez la position de la France. Nous recherchons tous les contacts. Nous utilisons les intermédiaires qui peuvent être les plus utiles. Nous ne changeons pas notre principe qui est le non-versement par la France de rançon. C'est lors d'une excursion dans ce parc national du Nord Cameroun que la famille Moulin-Fournier avait été enlevée il y a 2 mois, jour pour jour. Les 3 adultes et 4 enfants, âgés de 5 à 12 ans, étaient détenus ensemble au Nigeria voisin. Leurs ravisseurs, qui se réclamaient de la secte islamiste Boko Haram, réclamaient la libération de leurs prisonniers. Les ex-otages français sont attendus samedi matin à Paris. Et nous venons d'apprendre que l'avion du chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, vient d'atterrir à Yaoundé où vont embarquer les 7 Français qui viennent d'être libérés du Nigeria. Nous repartons aux États-Unis où les attentats qui font rage dans ce pays, une vaste chasse à l'homme vient d'être lancée ce vendredi même près de Boston. La ville de Watertown est entièrement bouclée pour retrouver le suspect numéro 2 de l'attentat du marathon. Le complice et frère de ce jeune homme a été tué dans la nuit après plusieurs heures de traque par la police. Et tenez-vous bien, 9000 policiers sont à sa trousse. Des coups de feu violents, nourris, sur le campus de la prestigieuse université du Massachusetts Institute of Technology, les 2 hommes suspectés du double attentat du marathon de Boston, 2 frères d'origine tchétchène selon les médias américains, sont pris en chasse par la police. Peu avant, vers 22h30, un vol de voiture a eu lieu à Cambridge, près du campus.
Un policier du MIT s'est fait tirer dessus, puis il est décédé des suites de ses blessures. Au cours de la fusillade, un autre policier est blessé. Après plusieurs heures de traque, le suspect numéro 1 de 26 ans est lui aussi touché avant de mourir à l'hôpital. Sur ces images diffusées par le FBI, c'est lui qui portait des lunettes et une casquette noire. Le deuxième à la casquette blanche, âgé de 19 ans, est toujours activement recherché. Nous pensons que c'est un terroriste qui est venu ici pour tuer des gens. Nous devons l'arrêter. Et pour arrêter le fugitif, plus de 9000 policiers lourdement armés ont été déployés à Waterton, une ville désormais en état de siège où aucun véhicule n'est autorisé à circuler. Une vaste chasse à l'homme est en cours, beaucoup de forces sont engagées. Nous demandons aux gens de rester chez eux, les portes fermées, et de n'ouvrir à personne d'autre que la police. Autour de Waterton, toutes les écoles publiques ont été fermées, les transports en commun également mis à l'arrêt pour empêcher la fuite de l'homme actuellement le plus recherché du Massachusetts. Nous retrouvons l'actualité nationale. La reconquête des régions du Nord tant attendue par les Maliens est en bonne voie. L'information a été donnée par la direction de l'information et des relations publiques de l'armée. C'était au cours de sa traditionnelle conférence de presse. Tchemoko Konaté a suivi la conférence pour nous. Traditionnelle conférence de presse de la direction de l'information et des relations publiques de l'armée. D'entrée de jeu, le directeur adjoint, le lieutenant-colonel Suleiman Damele, a fait l'état des lieux. La présence de l'administration dans les régions de Tombouctou et Gao est effective et la situation est sous contrôle de nos forces armées et leurs alliés. Cependant, la vigilance doit être démise car les attentats suicides par les kamikazes se poursuivent. Le dernier en date a entraîné la mort d'au moins 3 militaires tchadiens. Une chose est d'occuper les lieux, mais l'autre c'est de les sécuriser. On a senti quelques velléités des terroristes sur le terrain et l'armée a pu les réduire. Autre information détaillée donnée aux journalistes, la poursuite de la formation de nos forces armées. La semaine prochaine, nous allons commencer une phase de spécialisation des troupes, c'est-à-dire l'infanterie, l'artillerie, les blindés, les transmissions et beaucoup d'autres spécialisation qu'on rencontre au niveau des forces armées. Et sur le terrain aussi, nous sommes en train de renforcer nos capacités en équipement, en matériel, en hommes, mais aussi en logistique. Comme on pouvait s'y attendre, l'absence de l'armée malienne dans la région de Kidal a fait couler beaucoup d'engrais de salive. En réponse, les conférenciers diront que les dispositifs au niveau des 2 premières régions sont en cours de renforcement et que la reconquête de Kidal ne saurait tarder. Le collectif des ressortissants du Nord Coréen en conclave dans le cadre des préparatifs d'un forum sur le développement des régions Nord. Ce forum va également permettre aux populations d'échanger avec les communautés du Sud autour du vivre ensemble. Alousseinou Touré était sur place. Cette énième réunion du Coréen a permis aux responsables de l'association de restituer à leur base les résultats de leurs réflexions. Les commissions de travail ont œuvré d'arrache-pied pour dégager des solutions aux problèmes posés, à savoir la question du développement, la paix, la sécurité, le bon vivre ensemble. Pour un plus grand partage de ces réflexions, un forum a été programmé pour les 27 et 28 avril prochains. L'objectif de ce forum est de rassembler l'ensemble des ressortissants du Nord avec les communautés du Sud pour discuter de la problématique de la sortie de crise, j'allais dire de la gestion sur la crise du Nord du Mali. Depuis 9 mois, nous avions travaillé sur ce forum. Nous avions arrêté les dates des 16, 17 et 18 décembre. Malheureusement, nous n'avons pas pu le tenir pour les événements que vous savez qui sont déroulés dans le pays. Mais s'il y a une question qui divise les ressortissants, c'est bien celle relative à la constitution de la commission Dialogue et Réconciliation. Cette commission a été créée par le président de la République. Nous sommes une association de société civile. Nous ne partons pas en conflit avec cette commission, dans laquelle se trouvent des camarades, des ressortissants du Nord qui font leur travail. La commission va continuer à faire le travail. Le Coréen se démarque de la commission Dialogue et Réconciliation dans sa configuration actuelle. Nous ne sommes pas contre l'outil lui-même. Non.
Mais nous disons, dans sa configuration actuelle, le COREN se démarque donc de cette commission dialogue et réconciliation. Ce n'est pas une commission qui vraiment représente réellement les différentes responsabilités du Nord. Parce que cette commission, en fait, doit être l'émanation des responsables du Nord et de toutes les communautés et composantes du Nord du Mali. Certainement que le forum permettra d'aplanir toutes ces divergences et répartir sur de nouvelles bases. Actualité sur un autre plan, le Centre national de la cinématographie du Mali a tenu la première session ordinaire de son conseil d'administration. C'était hier jeudi dans les locaux de la structure et notre reporter Modibo Soiré nous fait le point. À l'entame de cette première session, le ministre de la Culture et président du conseil d'administration du Centre national de la cinématographie du Mali a félicité le CNCM pour son brillant parcours au FESPACO 2013. Une participation couronnée par 2 prix spéciaux remportés par le film Toile d'araignée. Au cours de cette session ordinaire, les administrateurs ont reconduit les recommandations issues de la dernière session qui reste d'ailleurs d'actualité pour l'exercice 2013. Le CNCM se porte bien et malgré la situation particulièrement éprouvante que nous avons connue, que le pays a connue dans son ensemble, dans tous les secteurs de la vie, le CNCM s'est attelé à sa mission de préservation, de promotion du cinéma. Nous avons eu vraiment des prix assez importants et très élogieux. Cela dénote vraiment de la qualité de notre cinématographie et du dynamisme du secteur, malgré les différentes contraintes et surtout financières que nous connaissons. Les membres du conseil se sont penchés sur les différents points d'exécution des tâches avant d'apprécier les résultats de gestion. Pour l'exercice 2013, le CNCM ambitionne de nouvelles productions cinématographiques, notamment le tournage d'un long métrage intitulé Rapt à Bamako, ainsi qu'une série de documentaires. Aussi, il a été question de formation à travers le département studio-école Le Bourgou avec comme module prise de son, prise de vue, production, montage et réalisation. Les administrateurs ont également évoqué la mise en place d'un fonds pour aider la structure avant d'adopter le budget de l'exercice 2013 équilibré en recettes et en dépenses à un peu plus de 350 millions de francs CFA. La création et l'institutionnalisation d'un fonds d'appui à l'activité cinématographique et audiovisuelle, plus qu'attendu, permettrait de booster la production et la créativité dans les secteurs. Nous avons bon espoir avec les plus hautes autorités que la question du fonds cinématographique ne demeurera pas un vœu pieux. Le cinéma malien en a besoin et le mérite. Voilà, l'appel est donc lancé aux partenaires, aux institutions et autres promoteurs afin qu'ils s'investissent davantage pour dynamiser le cinéma malien. L'actualité dans nos régions, en 5e région, Madame le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle est en visite de prise de contact avec les acteurs du secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. Bandiagara a été la première étape de la visite. Reportage Yacouba Meiga. Bandiagara, première étape de la série de visites entamée par Madame le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle en 5e région. Dr Deja Mahaman Katra, qui a bénéficié de l'hospitalité légendaire de la vieille cité de Nangabanou, est allé s'enquérir d'abord de l'état d'avancement des travaux de construction de la maison des artisans. Les travaux qui ont démarré en février dernier pour un délai d'exécution de 8 mois ont atteint un taux d'exécution de 19%. La maison des artisans a duré avant de démarrer, qui est d'ailleurs un appui du Royaume de Danemark à travers un des volets du PAPESPRIM, que je tiens à remercier ici parce que malgré tout ce qu'il y a eu comme problème, ils ont accepté, accompagné. Et à travers les collectivités, nous avons pu sauver la réalisation de ce centre. La société coopérative Godoukadou Nema est un exemple réussi d'entreprise pourvoyeuse d'emplois qui ne pouvait pas du tout échapper à l'attention du ministre. Grâce à l'appui du PAPESPRIM, cette société coopérative de 26 membres excelle dans le domaine de l'agroalimentaire à travers une unité de transformation des produits alimentaires à base de manioc. J'ai vu des femmes qui se battent et qui ont envie de réussir et qui ont réussi d'ailleurs
et qui aujourd'hui entame une nouvelle phase parce que je vois l'idée qui les domine aujourd'hui, c'est d'aller à l'industrialisation de ce qu'ils sont en train de faire. Après Bandiagara, le docteur Deja Mahaman Katra a visité le centre de formation en mécanique et électricité auto Bala Khalifa Diarra de Sévaré, réhabilité par le FAFPA, et l'atelier de froid de Mohamed Diané, financé par l'APEJ, avant de rencontrer les acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle au Conseil régional de Mopti. Caritas Mali développe ses activités en 3e région, vient d'être lancé plus précisément à Sikasso, un programme triennal de plus de 500 millions de francs CFA. Et le programme s'articulera autour de projets prioritaires pour le bien-être des populations des zones couvertes par Caritas. Compte rendu de Sekou Konaté. Le programme objet de cette cérémonie va s'articuler autour de 5 points essentiels. La gouvernance locale, la gestion des ressources naturelles, le renforcement des conventions locales, la production des richesses en faveur des femmes à travers la mise en place de plans d'affaires. Le présent plan voudrait poursuivre, dans l'esprit du précédent, l'intensification de la collaboration avec les communes en vue de relever les multiples défis qui sont lancés à la 3e région et permettre un développement harmonieux de l'ensemble des populations concernées. Un accompagnement renouvelé qui suscite beaucoup d'espoir. Les lignes de développement qui soutiennent la Caritas sont en parfaite adéquation avec les préoccupations des populations rurales de Sikasso, particulièrement avec celles des 16 communes partenaires de Caritas. Plus de 500 millions de francs CFA seront investis dans ce programme. 103 villages de 16 communes et plus de 132 000 âmes bénéficieront des bienfaits de ce programme triennal 7e du genre. Au regard de ces multiples défis, les visions et missions de Caritas Sikasso, les multiples programmes déjà mis en œuvre, dont la toute dernière, programme triennal 2013-2016, avec comme objectif l'amélioration de la sécurité alimentaire, sont des contributions constantes au développement du Mali en général et de la région de Sikasso en particulier. Le diocèse de Sikasso couvre les cercles de Sikasso, Yorosso, Koutiala et une partie de San. Première journée d'information et de sensibilisation sur la gestion des déchets biomédicaux. Objectif, développer un partenariat et sécuriser dans la gestion des déchets, renforcer aussi le cadre institutionnel, législatif et réglementaire. La journée a eu pour cadre l'Institut national de recherche en santé publique. Abdul Karim Kaba, compte rendu. Les déchets biomédicaux constituent un danger pour la société. C'est pourquoi une journée d'information et de sensibilisation sur la question a été organisée. L'objectif de la journée, faire l'état des risques liés à ces déchets qui sont néfastes pour l'homme. Un risque physique avec les déchets coupants et tranchants, un risque infectieux avec les micro-organismes pathogènes du fait que ces déchets peuvent contenir des agents pathogènes ou des toxines, un risque d'intoxication aiguë ou à long terme avec des agents chimiques tels les produits chimiques de différentes natures comme les produits pharmaceutiques et les métaux lourds. L'hépatite B et la pandémie du sida donnent une nouvelle dimension au problème en raison des risques accrus de contamination. Pour pallier cela, l'accompagnement de l'Organisation mondiale de la santé ne fera pas défaut. Au vu de la somme d'expérience déjà acquise par les différents acteurs ici présents, nous doutons que cette journée d'information aura un impact très favorable pour des actions futures. Pour consolider les acquis et minimiser d'autres risques, il faut l'apport de tous les acteurs, en commençant par la gestion de la santé. Nous devons converger nos efforts pour relever ces défis. Nous aurons certes besoin de moyens matériels adéquats, mais aussi de l'engagement et de l'esprit citoyen de tous les acteurs pour relever ces défis. Au cours de la journée, les participants ont eu droit à plusieurs communications. La remise d'un incinérateur de déchets biomédicaux et les explications sur son fonctionnement ont meublé la journée.
L'ONG Association pour le développement et l'aide aux communautés et ses partenaires se mobilisent en faveur des personnes déplacées. Ils viennent de faire un don d'un montant de plus de 27 millions de francs CFA. Youssouf Diakité. Plus de 27 millions de francs CFA, c'est la valeur de ce don en faveur des personnes déplacées sur les sites de Niamakoro. Par ce don de vivres et autres produits de première nécessité, l'ONG ADAC et ses partenaires Terre des Hommes Suisses et Allemagne veulent contribuer à baisser la vulnérabilité des enfants déplacés suite à la crise. On a initié ce projet pour permettre aux enfants de suivre normalement des cours ordinaires, en plus de ça, des cours de renforcement pour que les enfants soient beaucoup capables de faire face à l'évaluation. Donc ça va permettre de renforcer leurs capacités pour qu'il y ait un bon taux au moins de passage dans au niveau des différents examens. Ensuite, ce projet, c'est pour renforcer l'alimentation. Des formations seront organisées sur la convention relative aux droits de l'enfant et sur la charte africaine et le bien-être de l'enfant. Les bénéficiaires se disent comblés de joie par ces gestes qui constituent selon eux un ouf de soulagement particulièrement pour les enfants. Le projet prend en compte nos besoins essentiels, à savoir l'alimentation, l'éducation et la protection. Sa mise en œuvre permettra à nous les enfants d'être bien nourris. Il vient à point nommé compte tenu des difficultés que rencontrent les personnes déplacées en termes de prise en charge alimentaire, scolaire et protectionniste. Les enfants, les femmes et les enfants sont les plus affectés par la crise. Environ 52% des déplacés seraient des femmes et 31% des enfants. Tous unanimement souhaitent la pérennisation des actions humanitaires du genre en faveur des personnes déplacées. De la musique dans ce journal, l'artiste, la grande devrais-je dire, Fantani Touré, exporte la musique malienne avec des cours dispensés aux tout petits en France. Suivez plutôt. Mélanger musique classique et chant malien, c'est le pari un peu fou de Baro Baroque. Baro, cela veut dire causerie en langue bambara. Ce concert est né d'une rencontre entre Ophélie Gaillard, une violoncelliste française passionnée de musique baroque, et la chanteuse malienne Fantani Touré. Moi, mon souhait a toujours été vraiment le brassage de culture, de voir ce que l'autre fait et pour m'inspirer, pour comparer un peu les deux, pour mélanger un peu les deux. Autour des artistes, il y a une soixantaine d'enfants d'Aubervilliers, beaucoup sans aucune éducation musicale. Fantani, une fois, vous, 15 fois, la musique, 15 fois. Pendant 3 mois, via des ateliers hebdomadaires, ces petits choristes ont appris à chanter en français et en bambara. J'ai bien aimé et en plus ça nous apprend à chanter le malien. Et puis après ça nous apprend à faire de la musique, à connaître des autres genres. J'apprends le bambara, j'apprends les cultures maliennes et j'aime bien Fantani. Vraiment, c'était difficile pour eux parce que la langue que je parlais, il y a la plupart, même les enfants d'origine malienne, ils ne parlent pas bambara. Donc c'était difficile. Côté baroque, les artistes ont pioché dans le répertoire populaire des 16 et 17e siècles, des chansons très connues en France, dynamisées par les djembés. A priori très différents, les deux univers, baroque et malien, se mêlent à merveille. Il y a beaucoup de choses qui nous réunissent. Il y a la vocalité, le chant, même si ce n'est pas la même façon de projeter la voix. Et il y a le rythme surtout. Et le rythme, en fait, on s'est rendu compte, quand on a creusé ce travail, qu'on avait des rythmes communs, on avait des basses, c'est-à-dire des lignes de chant qui étaient communes aussi, et qui étaient là dans la musique. Il n'y avait rien à... Enfin, il fallait juste la faire parler. Fantani Touré y tenait, le concert se termine par sa chanson Awo, un appel à la paix, une pensée pour son pays, le Mali.
Une très grande artiste, Fantani Touré. Mesdames et messieurs, avant de refermer définitivement ce journal, ce communiqué, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire et le ministre des Affaires religieuses et du culte, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la lune chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan. Donc les deux ministres informent la communauté musulmane que le mois lunaire Jumada Sania a débuté dans notre pays le vendredi dernier, vendredi 12 avril. Voilà, c'est donc tout pour cette édition.